Levez-vous. La cour. Tout est à faire. Donc ça, c'est les infractions dont vous serez amené à vous expliquer tout à l'heure dans le tribunal correctionnel. On a des réquisitions qui durent 2 heures pour 30 prévenus. Récit de justice. Qu'on nous dise exactement, si ce n'est pas le taser, qu'est-ce qui a tué notre fils. Un podcast de Tessa Groman. J'ai du mal à réaliser ce qui s'est passé et je crois que je vais mettre un petit peu de temps avant de me remettre. Épisode 2, négrophobie d'État. Ils sont une centaine, beaucoup de jeunes. La plupart ont un portable à la main pour filmer la scène. 2 statues sont arrachées de leur socle avec des cordes et projetées à terre. On est à Fort-de-France, en Martinique, le 26 juillet 2020. Et le point de départ de cette action, c'est la mort de l'Afro-Américain George Floyd à Minneapolis, étouffé par un policier blanc. Ça s'est passé 2 mois plus tôt. L'événement, qui a été filmé par des passants, a relancé le mouvement Black Lives Matter avec des manifestations monstres aux États-Unis, mais aussi en Europe ou en Amérique latine, pour dénoncer le racisme anti-noir. À Bristol, en Angleterre, à Washington, à Montréal et donc à Fort-de-France, des statues de colonisateurs et d'esclavagistes sont aussi déboulonnées sous les encouragements et les cris de joie de la foule. Mais à Paris, Franco Lolia, porte-parole de la brigade anti-négrophobie, est tout seul, ou presque, quand il dégaine sa bombe de peinture devant les grilles de l'Assemblée nationale le 23 juin 2020. En quelques secondes, il tague « Négrophobie d'État » en rouge sur la statue de Colbert, le ministre des colonies sous Louis XIV. 2 gendarmes courent vers lui, fusil en main. Un des complices de Lolia filme en direct. Je vous explique. Vous voyez ? Les racistes sont de l'autre côté de l'Assemblée. En fait, pendant qu'il parle, Franco Lolia ne fixe pas les gendarmes, mais le téléphone de son complice qu'il filme. Les gendarmes, écoutez. Ce qui se passe, la France est un État négrophobe. Ça, la statue de Colbert, qui a industrialisé et institutionnalisé la négrophobie et le meurtre des Noirs, est la preuve de ce que j'avance. Le procès qui va se dérouler sera notre tribune, puisque les médias ils organisent des faux débats démocratiques. Le procès qui va se dérouler sera notre tribune. C'est clairement ce qui s'est passé et je vais vous le raconter. Le 28 juin 2021, Franco Lolia est condamné une première fois à 500 € d'amende pour, en fait, dégradation de biens publics, parce qu'il a tagué la statue de Colbert. Mais il fait appel de cette décision. Son projet, c'est de recentrer le débat sur le racisme et la colonisation et faire résonner ces questions entre les murs de la justice française. Cette deuxième audience s'est passée le 5 février 2025 à la Cour d'appel de Paris. Oui, bonjour, Tessa Groman, vous êtes où ? Je suis dans le hall du palais de justice qui se trouve sur l'île de la Cité, en plein centre de Paris. Et comme convenu, j'appelle Franco Lolia pour le retrouver avant l'audience. Bonjour, et vous ? Capuche, doudoune et pantalon noir, lunettes à vaste monture dorée et barbe ultra dessinée, Franco Lolia soigne son style. Il a 54 ans, il vit en région parisienne, il est d'origine guadeloupéenne, mais il préfère dire afro-caribéen. Sur sa vie personnelle, on apprendra à l'ouverture du procès qu'il est éducateur et père de 6 enfants. Dans les années 2000, il a aussi fait partie de La Brigade, un groupe de rap avec des textes engagés. Il n'y a pas de bandicité à la barre, pas de mendicité, mon seul crime c'est d'être noir. Je réclame justice au nom des cités, j'en ai marre de vos contrôles qui se terminent au poste. En 2005, Franco Lolia crée la Brigade anti-négrophobie, la BAN, un collectif de lutte contre le racisme anti-noir, on va dire plus radical que les mouvements historiques type la Ligue des droits de l'homme, le MRAP ou SOS Racisme. D'ailleurs, Franco Lolia n'est pas gêné par le terme de communautarisme et refuse, par exemple, de condamner le militant extrémiste et antisémite Kémy Séba qui défend la suprématie de la race noire. En fait, Franco Lolia ne lutte pas contre le racisme, mais contre le racisme anti-noir, qui pour lui est plus ancien, plus viscéral et plus spécifique que les autres. C'est une contradiction profonde qui montre qu'il n'y a pas de considération. La brigade anti-négrophobie se fait connaître en 2010, quand ses membres manifestent devant une boutique Guerlain sur les Champs-Élysées, après une interview du parfumeur Jean-Paul Guerlain sur France 2, où on l'entend dire « Un jour, je lui ai dit, je l'appelais encore madame,
qu'est-ce qui vous séduirait si on devait vous faire un parfum? Et elle m'a dit, j'aime le jasmin, la rose et le santal. Pour une fois, je me suis mis à travailler comme un nègre. Je ne sais pas si les nègres ont toujours tellement travaillé, mais enfin... Ça... On accompagne ces gens à l'extérieur. Non, mais là, désolé. En 2011, la BAN est expulsée de la cérémonie de commémoration de l'esclavage au Jardin du Luxembourg, parce que ses membres portent des t-shirts au nom de leur collectif, Brigade anti-négrophobie. Il y aura d'autres actions, et puis en 2020, l'histoire du tag sur la statue de Colbert. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en tant que ministre, Jean-Baptiste Colbert a rédigé le Code noir, le texte qui réglementait le traitement et le commerce des esclaves dans les colonies. Article 38. L'esclave fugitif qui aura été en fuite pendant 1 mois, à compter du jour que son maître l'aura dénoncé en justice, aura les oreilles coupées et sera marqué d'une fleur de lys à une épaule. Article 44. Déclarons les esclaves être meubles. Retour dans le hall du palais de justice. Le langage que parle cette justice française... Le procès ouvre dans 1 heure, mais les journalistes sont déjà là pour interviewer Franco Lolia et, comme prévu, c'est l'occasion pour lui de développer devant les micros sa thèse sur la négrophobie d'État. Soit on voit Colbert comme le grand bâtisseur, l'architecte qui a renforcé l'État français, soit on le voit comme le père fondateur de la négrophobie d'État et du Code noir. Il parle aussi de la justice française. C'est-à-dire c'est un simulacre de justice. Ils nous font croire que justice, c'est ce qu'ils font croire au peuple français, mais en vérité, ils ont déjà truqué les dés à l'avance. C'est-à-dire qu'ils ont truqué l'acte d'accusation de manière à ce qu'on ne puisse pas aller dans le fond. Donc ce qu'ils vont délibérer, c'est est-ce que ma peinture était suffisamment jolie pour rester ou pas assez jolie. C'est ça qu'ils viennent critiquer et non pas le fait qu'on est venu remettre en cause le fait qu'on a un État qui a été coupable de crimes contre l'humanité afro et qui a toujours les conséquences de ces crimes contre l'humanité. Et maintenant, son point de vue sur l'origine de la négrophobie. La race n'est pas née avec le racisme scientifique. C'est-à-dire que le racisme scientifique, il naît au 19e siècle. Or, l'esclavage racial, c'est-à-dire l'esclavage négrier, naît vers le 15e siècle. Donc, il y a une inconnue que l'histoire officielle cultive, et c'est celui-là qu'on va révéler, c'est le racisme religieux. Et le racisme religieux, qu'est-ce qu'il a fait? Il a transformé dans les laboratoires de sa propagande les Européens positivement en blancs. Et pourquoi il a fait ça? Pour matérialiser leur complexe de supériorité. Et pour cela, il a dû leur inventer une antithèse radicale. Et la plus radicale, c'est le noir. Et le noir, c'est donc... En clair, il décrit un monde où les blancs sont les ennemis des noirs. Notre but, c'est pas dire que tous les blancs sont des Derek Chauvin en puissance. Derek Chauvin, c'est le policier blanc qui a tué George Floyd à Minneapolis. Mais qu'en tout cas, ce sont des agents dormants qui sont endoctrinés par des stéréotypes négrophobes depuis près d'un demi-millénaire et qu'à tout moment, ils peuvent être réveillés comme Derek Chauvin, un blanc comme les autres, a été réveillé. Et que nous, on doit prendre conscience... Après, il recadre un peu son point de vue. On parle bien de l'État raciste, on ne parle pas des blancs qui peut-être comme vous sont de bonne volonté et comprennent le combat qu'on fait. On parle bien du racisme d'État, on parle bien de la suprématie blanche, on parle bien de la suprématie blanche qui se cache derrière les façades de la démocratie qu'elle a inventée pour continuer à perpétuer son crime contre l'humanité. C'est de ça qu'on parle. Moi, ce que dit la justice en termes de traduction, ça c'est les avocats qui vont vous en parler. Et justement, ces avocats. Il y en a une qui est là déjà, qui est très gentille, et il y en a d'autres qui arrivent. En fait, Franco Lolia est défendu par 3 avocats. Guy Florentin, avocat à Paris, Georges-Emmanuel Germany, l'ex-bâtonnier de la Martinique, et Evita Chevry, qui est inscrite au barreau de la Guadeloupe. Pour l'instant, c'est la seule qui est déjà arrivée. Elle est à quelques mètres de Franco Lolia. Elle aussi cultive son look. Elle porte des grandes boucles d'oreilles dépareillées et des grandes lunettes roses qui contrastent avec sa robe noire d'avocate. Et comme Franco Lolia, elle parle à des journalistes et elle replace le procès dans un débat politique. Ce qui est intéressant, semble-t-il, dans cette affaire, enfin pour moi, c'est de dire qu'il y a le système de l'État français est trop contradictoire. On ne peut pas dire je suis le premier État qui a connu l'esclavage, qui a déclaré crime contre l'humanité, et en même temps glorifier en même temps, dans le même laps de temps, Colbert, qui est le père fondateur du Code noir. Donc c'est ça la problématique. C'est que d'un côté vous avez un système de pensée qui détruit la planète. Chacun de leur côté, Franco Lolia et Evita Chevry parlent aux journalistes et à leur micro, le mien compris. Parce que plus tard, quand l'audience va s'ouvrir, ils savent qu'on ne pourra plus les enregistrer. Et c'est pour ça qu'on a attaqué la statue de Colbert et qu'on est devant la justice aujourd'hui qui croit qu'elle a raison alors que nous on sait qu'on a raison. Le procès.
On est maintenant dans une petite salle du palais de justice, tout en boiserie ancienne. Les 3 avocats de la défense sont assis sur les bancs de droite avec Franco Loglia, l'avocat de l'Assemblée nationale, à gauche. Sur le mur, derrière l'estrade, la figure en relief d'une femme qui représente la justice, tout en blanc. Ici, pour annoncer l'arrivée de la cour, la présidente frappe à la porte avant de rentrer avec ses 2 assesseurs. Ça veut dire « levez-vous ». Vous pouvez vous asseoir. Et on ne se rassoit, comme toujours, que quand la présidente nous le dit. Voilà, la séquence médiatique à l'entrée du palais de justice est terminée. La défense joue maintenant une nouvelle partition devant la cour et sans les micros. Cette fois-ci, leurs instruments sont la parole, le droit et le temps. Premier acte, la QPC, la question prioritaire de constitutionnalité. Elle permet aux avocats de remettre en question un procès si les droits et les libertés inscrits dans la Constitution sont niés. Les avocats de Franco Loglia ont soumis 2 QPC. En résumé, elles remettent en cause la présence de l'Assemblée nationale dans ce tribunal, notamment parce que dans le droit français, l'État ne peut pas être poursuivi en justice. Et c'est ce que contestent les avocats de Franco Loglia qui dénoncent les crimes de l'esclavage. Et pour la défense, l'Assemblée nationale, c'est l'État français. Ces QPC doivent être discutés en début d'audience. Le premier à parler, c'est Guy Florentin, qui rentre tout de suite dans le vif du sujet. Votre décision sera très attendue par la population en Outre-mer et les Afro-descendants. Ce geste du tag, audacieux, contribue à mieux faire savoir que Colbert a codifié, légalisé, légitimé et banalisé l'esclavage négrier. Grâce à Franco Loglia, désormais nul n'est censé ignorer la présence de la statue de Colbert à l'entrée de l'Assemblée nationale. Pourquoi une figure aussi antidémocratique siège-t-elle à l'entrée d'un institut démocratique ? Guy Florentin laisse sa place à Georges-Emmanuel Germani. L'avocat martiniquais porte sur la tête une toque noire. C'est un vestige de la tenue passée des avocats auquel il tient. À l'époque, c'était un signe d'indépendance. C'est ce qu'il m'expliquera un peu plus tard. Devant la cour, il a des formules qui frappent. Ma grand-mère a connu sa grand-mère qui était esclave, inscrite sous le matricule 245. J'interdis à quiconque de dire que c'est vieux. L'avocat va aussi dans la provocation. Une statue de Hitler devant le Bundestag, ça ne blesserait aucun juif ? Cette comparaison va revenir régulièrement pendant l'audience. Maintenant, c'est l'avocat de l'Assemblée nationale, maître Antoine Marchand, qui s'exprime. Lui aussi est direct. Ce qui anime M. Loglia depuis le début de cette procédure, c'est une forme de haine contre l'Assemblée nationale en tant qu'organe de l'État et ce qu'elle représente dans notre démocratie. Mais la Cour n'est pas là pour juger ce que pense Franco Loglia de l'État français. Elle le juge pour avoir dégradé un bien public. Et après avoir écarté les 2 questions prioritaires de constitutionnalité, la présidente ouvre enfin les débats. Elle rappelle d'abord les faits qui ont amené Franco Loglia devant la justice et elle fait venir Franco Loglia devant la cour pour l'interroger. Vous êtes d'accord avec les faits ? Oui. Est-ce que ça se situait dans le prolongement des manifestations pour George Floyd ? Oui. J'ai vu un homme mourir sous les genoux d'un policier et je me suis dit, ça aurait pu être moi. J'ai relié ça directement au code noir et à la déshumanisation faite de nous autres. J'ai agi parce que des personnes sont mortes par millions. J'implique l'État français là-dedans parce que la statue de Colbert se situe devant la Maison du Peuple. La présidente. Pourquoi un jet de peinture rouge ? Franco Loglia. C'est comme l'art, c'est ma vision, c'est une question de point de vue. La symbolique du sang versé, le sang des nôtres. Il dit aussi « Vous comprenez la légitimité de mon acte, mais pourtant je suis traité comme un délinquant. » Plus tard, la présidente. C'est paradoxal l'histoire. Pour certains, Napoléon était un monstre, pour d'autres, un héros. Colbert, pour certains, a fait un grand ministre. Franco Loglia. On n'est pas dans une différence d'approche, c'est du factuel. Toujours sur la question des grands criminels de l'histoire. Pourquoi Hitler et pas Colbert ? La présidente. Sur ce sujet, il y a un consensus. Maintenant, c'est l'avocat de l'Assemblée nationale qui questionne Franco Loglia. Pourquoi, selon vous, une statue de Colbert a-t-elle été érigée à l'Assemblée nationale ? Franco Loglia. C'est le cadet de mes soucis. Mon problème, c'est que cet homme est le rédacteur du Code noir qui a permis de tuer des millions de personnes. L'avocat. Vous savez ce qu'est le colbertisme ? Franco Loglia, énervé. Vous voulez m'amener dans votre religion, votre secte ? Dans ce procès, il y a aussi des témoins. Elles ont été citées en tant qu'expertes du sujet qui occupe les avocats de Franco Loglia. Elles sont trois militantes décoloniales. Il y a Rosa Amelia Plumel-Uribe, qui a écrit La férocité blanche sur le colonialisme européen.
Mireille Fanon-Mendès-France, la fille du penseur martiniquais Frantz Fanon, et la politologue réunionnaise Françoise Vergès. Il faut savoir que quand on est cité comme témoin, on n'a pas le droit d'écouter les débats avant d'être appelé à parler devant la cour. Les 3 femmes sont donc assises depuis plus de 2 heures sur un banc à l'extérieur de la salle d'audience. Et je décide d'aller leur parler. Elles n'ont pas très envie de répondre à mes questions, mais Françoise Vergès veut bien quand même m'expliquer pourquoi elle a été citée comme témoin. C'est surtout important, oui, auprès du tribunal, de dire que je suis l'autrice de plusieurs livres sur l'esclavage colonial et sur la question de l'abolition française comme finalement une idéologie coloniale, une autre idéologie coloniale. J'ai été présidente du comité pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage. Je suis membre du conseil scientifique de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. Donc oui, j'estime savoir 2 ou 3 choses à ce propos. Et j'estime que la justice doit reconnaître ces faits. Qu'il y a une loi, dite loi Taubira, qui déclare traite et esclavage crime contre l'humanité. Et donc, comment détacher le geste de Franco Lolia de tout ce contexte comme si... Une demi-heure plus tard, Françoise Vergès et les 2 autres témoins sont appelés l'une après l'autre dans la salle d'audience. Elles sont longuement interrogées par la cour et les avocats de la défense. Le cœur du sujet, c'est encore la responsabilité des Blancs dans le crime de l'esclavage. L'audience s'étire. Maintenant, l'avocat de l'Assemblée nationale se lève pour plaider. Et là, on quitte la grande histoire pour retourner au débat judiciaire défini par la cour. Monsieur Lolia a attaqué un bien de l'Assemblée nationale. Il s'agit d'un acte de délinquance tristement ordinaire. Il dit aussi « Je ne conteste pas la légitimité du combat de Monsieur Lolia ». C'est le même discours qu'il me tient à l'extérieur de la salle pendant une suspension d'audience. Mais il tient aussi à revenir sur le débat idéologique. Parce que vous évoquiez effectivement le débat sur le rôle de Colbert. Il a été beaucoup expliqué lors de cette audience par la défense, le rôle de Colbert dans la rédaction du Code noir, etc. Mais Colbert n'est pas que cela, évidemment. Et quand on pense à Colbert et les raisons pour lesquelles une statue de Colbert est érigée ici devant l'Assemblée nationale, ça n'est pas parce qu'il a été rédacteur, évidemment, un des rédacteurs du Code noir. C'est aussi pour tous ses apports en matière d'économie, en matière d'industrie, en matière de finances publiques. Et c'est tout l'héritage qu'il laisse à la République et à la démocratie. Donc l'idée de dire que le fait d'ériger la statue de Colbert ici devant l'Assemblée nationale serait une provocation est complètement infondée en réalité. Bien sûr, et j'ai interrogé M. Lolia sur ce qu'il pensait du colbertisme et son ignorance s'est manifestée de manière assez éclatante, je pense, ici à l'audience. Et ça témoigne de ce qu'en réalité, on ne sait pas du côté de la défense qui est véritablement Colbert et les raisons pour lesquelles il est légitime aussi de lui rendre hommage à travers ce type de statut compte tenu de ses missions par le passé. Le procès continue. L'avocate générale se lève pour dire sa position sur la responsabilité de Franco Lolia et elle rappelle la loi. La détérioration légère d'un bien public est punie d'une amende de 3 750 € et d'une peine de travail d'intérêt général. Elle ne définit pas de peine spécifique pour Franco Lolia, mais elle précise qu'elle ne s'opposerait pas à une diminution de l'amende de 500 € fixée au premier procès. Les 3 avocats de la défense plaident en longueur. À 20h30, l'audience se termine après 6 heures de débat largement alimentés par la parole des avocats et des témoins de la défense. Avant de se retirer, la présidente de la Cour d'appel annonce que le délibéré sera rendu le 5 mai à 13h30. Retour 3 mois plus tard dans le hall d'entrée du palais de justice de Paris. Franco Lolia est là. Bonjour, et vous? Enchanté, Tessa. Nouveau look, nouvelles lunettes, il est accompagné de son avocat parisien, Guy Florentin. À 13h30, on rentre dans la salle d'audience. La cour s'annonce, on se lève. Vous pouvez vous asseoir. On se rassoit. Et la présidente annonce son délibéré. Franco Lolia est condamné à 500 € d'amende avec sursis. Il doit aussi rembourser 1040 € à l'Assemblée nationale pour les frais de nettoyage de la statue, la même somme qu'en première instance. Quant aux questions prioritaires de constitutionnalité, elles ont été rejetées dans un autre délibéré rendu 1 mois plus tôt. On sort de la salle et là encore, Franco Lolia répond aux journalistes. Ouais, une confirmation de condamnation avec une amende, si j'ai bien compris, qui avant je devais la payer, maintenant elle passe en sursis. Je pense que ça révèle quand même
ce que je pensais, c'est-à-dire que le but c'est de continuer à me condamner tout en allégeant un peu la peine pour qu'elle paraisse moins salée, mais notre problème c'est un problème de fond et non pas de forme. Et donc ça montre que c'est une mascarade de justice. Nous allons bien évidemment déposer un pourvoi en cassation. Guy Florentin, l'avocat de Franco Lolia, annonce de son côté les prochaines étapes judiciaires. Un pourvoi en cassation pour contester la légalité de toute la procédure. Et si le pourvoi est rejeté, alors il va saisir la Cour européenne des droits de l'homme. Fin provisoire de l'affaire de la statue de Colbert. Le Code noir, les crimes de l'esclavage se sont invités dans le palais de justice, pendant les débats dans la salle d'audience et sans doute dans le secret des délibérés. C'était Tout est à faire, un podcast de Tessa Groman, une production Outre-mer la première, des épisodes à retrouver sur le portail des Outre-mer et les plateformes d'écoute.